Bien, alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir le sociologue Mathieu Rigouste. Bonjour Mathieu. Bonjour, Alors, merci pour l'invitation. aujourd'hui, nous allons échanger avec Mathieu sur une réalité récurrente en France et dans nos territoires. Je pense singulièrement à la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Le thème des violences policières. Alors, violences policières, violences d'État, que nous disent les violences de la police et de la gendarmerie de la République? C'est la question qui va nous occuper ce matin. Avant de vous présenter notre invité, je veux rappeler, bien sûr, bon, quelques éléments habituels. Je m'appelle Fred Reynaud. Je suis responsable du CAGI. Le CAGI, c'est le Centre d'analyse géopolitique et internationale. Alors, le CAGI, c'est le pôle Guadeloupe du FEAC, qui est une unité mixte de recherche du CNRS. FEAC, ça veut dire pouvoir, histoire, environnement, esclavage, Atlantique et Caraïbes. FEAC. Euh, je suis en compagnie de Julien Méguillon, qui est membre du CAGI également et vice-président de l'association CORECA, CORECA, Contact Recherche Caraïbes. Nous sommes à la fois ici en présentiel, bien sûr, dans l'espace régional du Rézé. Et nous remercions au passage la région Guadeloupe pour avoir mis à notre disposition cet espace. Je remercie en particulier Teddy Bernadotte. Euh, nous aurons, nous sommes également en visio, bien sûr, et quelques précisions sur le déroulé de la rencontre. En accord avec Mathieu, il n'y aura pas d'exposé liminaire, comme on le fait parfois. Dans un premier temps, nous aurons un entretien avec lui pour lui poser des questions afin de présenter un peu ses travaux. Et dans un second temps, on aura un échange avec vous, donc internautes et personnes en présentiel. Alors, je précise aussi que, bon, on préfère que les interventions se fassent dans le chat. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous les inscrivez, vous exprimez dans le chat et nous on transmet l'information, la demande, la question, le commentaire à Mathieu Rigouste. Alors, dans la salle, on peut, si l'on souhaite intervenir directement, ou il y a des petits papiers à votre disposition, si vous préférez écrire. L'objectif, je répète, hein, ce n'est pas de vous contrôler, c'est de permettre peut-être un maximum de personnes de faire des commentaires et de poser des questions par écrit. Euh, nous allons donc préciser, nous allons présenter Mathieu Guigous, qui est un sociologue, je le disais, qui est un chercheur militant. C'est, à mon avis, hein, un des meilleurs spécialistes de la violence d'État et de l'ordre sécuritaire. Il est l'auteur d'une thèse de sociologie intitulée L'ennemi intérieur postcolonial, une socio-histoire du contrôle sécuritaire en France entre 1945 et 2007. Une thèse qui a été soutenue à Paris 8 en 2007. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, d'articles, de films. Parmi les ouvrages que j'ai retenus, il y en a plusieurs, hein, j'en ai noté au moins sept, voire peut-être plus. J'ai retenu La domination policière, qui est édité en 2011 et réédité en 2026. Les marchands de peur, paru en 2011. La police du futur, en 2022. Et puis bon, un ouvrage qui nous intéresse particulièrement, Guadeloupe, 67, Massacrer et laisser mourir, écrit avec Elsa Dorlin et notre collègue et ami trop tôt disparu, Jean-Pierre Sainton, paru en 2023, me semble-t-il. J'ajoute que Mathieu Guigouste a réalisé des films. Nous sommes des champs de bataille. C'est un film qui a été réalisé en 2024 et un seul héros, le peuple, en 2020. Alors, je vais commencer, comme je l'ai dit, par quelques questions que nous posons à Mathieu Guigouste. La première, bon, qui est la plus évidente, c'est comment définir une violence policière. Et je pose la deuxième dans la folie, la foulée. Peut-être que ça sera mieux pour lui pour avoir une réponse groupée, une réponse groupée. Dans tes travaux, il y a une très forte articulation entre capitalisme, sécurité et impérialisme. Alors, le capitalisme sécuritaire serait un stade de développement de l'impérialisme. Alors,
J'aimerais bon, qu'on précise ce que tu entends aussi par capitalisme sécuritaire. Question complémentaire qui nous concerne plus directement, quel rôle a joué l'histoire coloniale dans la construction de ce capitalisme sécuritaire? Donc voilà les premières questions que je te propose et on pourra voir la suite. Euh, Merci beaucoup, Fred, pour l'invitation et la possibilité de partager mes travaux et puis de réfléchir ensemble hein, aussi. Clairement, comme tu l'as dit, je fais de la recherche en sciences sociales. Enfin, tu l'as pas exactement dit comme ça, mais du coup, je vais développer un peu. Mais je la fais depuis les luttes et au service des luttes. Ça veut dire que si on n'avait pas des moments comme celui-ci pour partager le produit de ces recherches et puis bah pour voir ce qu'on veut en faire ensemble, ça aurait peu d'intérêt. Donc merci encore pour cette invitation et la possibilité de discuter et de réfléchir ensemble. Euh, je travaille effectivement sur les violences d'État en général et puis alors pendant des années j'ai travaillé surtout sur le système sécuritaire français, mais depuis 5 6 ans et en fait un peu plus longtemps mais plus sérieusement depuis 5 6 ans je travaille sur une histoire globale et connectée des violences d'État, donc dans une période qu'on pourrait, enfin que moi je propose d'appeler le stade sécuritaire de l'impérialisme. Même si on va le voir, l'impérialisme a évidemment à toutes les époques reposé et sur des violences d'État et sur la guerre, la surveillance, la répression, l'enfermement, les frontières, etc. Alors, je vais essayer de répondre un peu rapidement à ces questions, même si chacune pourrait faire l'objet d'un colloque. Combien j'ai de temps exactement là pour ces trois questions? Tu dis à ton temps, nous, on a jusqu'à 11 heures, donc chez nous. Donc, si possible, 1 heure d'intervention globale et puis le temps après pour qu'on puisse discuter. Mais là, sur ces trois questions-là, je prends l'heure ou Non, 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 il y aura des non? questions tout à l'heure. Non, non, on est D'accord. chez nous, donc, Ok. Bon, alors j'ouvre les problématiques quoi avec vous, et puis on va essayer voilà, on va essayer de réfléchir un peu ensemble autour de en fait de ce que ça soulève à l'intersection justement des luttes et de la recherche critique. Parce que effectivement, et on le dit régulièrement dans les luttes, enfin dans les approches radicales sur la question des violences d'État, on peut se demander si violence policière, c'est pas tout simplement un pléonasme. Euh, Parce que lorsqu'on veut bien faire une socio-histoire critique, par en bas, par les damnés de la terre, de la police, on voit bien que la fonction historique de l'institution policière est de distribuer de la violence. Et pas n'importe quelle violence, de distribuer une violence qui sert un système, qui sert une structure sociale, économique et politique, et donc bon, alors le récit de la modernité dit pour le maintien de l'ordre, mais la sociologie critique nous montre que c'est pour le maintien d'un certain ordre et pas de l'ordre public, mais d'un ordre social. Et donc moi, je me positionne dans le champ de la recherche et des luttes. On pourrait dire dans un camp, parce qu'en fait tout ça est finalement un champ de bataille lui aussi. L'académie, la recherche, les luttes sont des champs de bataille. Et du coup, je me positionne d'un côté où on considère effectivement que toute l'histoire de la police est l'histoire d'une mécanique de distribution de violence qui sert euh, les classes dominantes qui peuvent évoluer, hein, qui peuvent elles-mêmes évoluer, le système économique qui peut lui aussi être restructuré, mais qui donc vont avoir différentes généalogies. Et là, on va entrer assez vite dans le vif du sujet parce que les généalogies principales de cette histoire critique de la modernité et de la police dans l'État-nation moderne. Alors, il y en a une que je vais mettre de côté un peu rapidement parce que c'est pas celle sur laquelle on va travailler le plus. C'est celle du maintien de l'ordre patriarcal. Mais les deux autres, qui sont absolument liés, c'est la reproduction d'un ordre social bourgeois, c'est la protection des, de la bourgeoisie dans la grande ville capitaliste
on peut dire à partir de la fin du XVIIe siècle, et dont le but principal, à partir d'abord de milices bourgeoises et d'encadrer alors d'abord les mœurs, les illégalismes, avant qu'on appelle ça incivilité aujourd'hui, en fait tout ce qui correspond pas à ce qui est attendu par cette bourgeoisie en cours d'installation, du point de vue des populations misérables qui sont concentrées autour de la ville bourgeoise en formation. L'autre généalogie très importante, fondamentale, c'est la généalogie coloniale, et notamment la longue histoire des milices esclavagistes payées, formées pour capturer les esclaves fugitifs, les marrons, et les remettre au fer, les punir, les humilier. Souvent, c'est des captures qui finissent par des étranglements, des étranglements, voire des mises à mort et des tortures. Et donc là, on a une chaîne de pouvoir qui véritablement traverse les siècles, c'est-à-dire des hommes, des petits groupes relativement autonomisés d'hommes en armes, payés par une classe dominante, couverts d'impunité, et qui mène la chasse à des personnes issues d'une classe dominée, la plupart du temps des hommes, mais pas seulement, et qui, à travers ces chasses à l'homme, finissent par des captures, des coercitions, et régulièrement des mises à mort, encore une fois, je dis, couvertes d'impunité par le système judiciaire. Donc voilà, cette chaîne de pouvoir-là, qui est évidemment connectée avec des dynamiques économiques, qui elles aussi, dans lesquelles on peut trouver des continuités fortes entre la plantation esclavagiste et le système capitaliste. Et pour le coup, la Caraïbe est la démonstration flagrante de ces continuités, notamment dans la socio-histoire critique des habitations le montre très très bien, qu'en continuité de la forme esclavagiste dans le capitalisme naissant, et repositionnement des classes dominantes esclavagistes dans les bourgeoisies capitalistes au XIXe siècle, on a véritablement je dis une chaîne de pouvoir, une généalogie, une continuité. Une continuité, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose, mais ça veut dire qu'on a une mécanique qui accompagne la formation de l'État-nation dans les territoires colonisés, et qui va, c'est une des thèses importantes que je porte dans mes derniers travaux, à travers une mécanique impériale de réimportation, on peut parler d'un boomerang impérial, qui va venir participer à nourrir les répertoires des polices métropolitaines, elles aussi, de différentes manières, soit parce que les agents militaires, gendarmiques, policiers, à travers leur carrière, circulent entre périphérie coloniale et métropole. Et puisque un concept important sur lequel on pourra revenir, moi, dans mes travaux, qui s'appelle l'endocolonialisme ou l'endocolonialité, le fait de repérer qu'il y a des colonialités intérieures à l'intérieur de la métropole, et qu'il y a véritablement encore une fois une continuité dans l'espace et dans le temps entre les formes de pouvoir et d'accumulation dans les territoires strictement coloniaux et dans ces formes coloniales intérieures que sont les quartiers populaires, les prisons et le régime de frontières. C'est-à-dire la manière dont le pouvoir se déploie contre les corps des exilés, des personnes privées de papier, désignées comme étrangères, etc. Et donc là, à travers, alors je le disais, ces réseaux humains, à travers des systèmes d'armes, à travers des doctrines, à travers des technologies de savoir et de pouvoir, on a des réverbérations continues entre ce qui s'expérimente. J'aime pas tant le terme de situation coloniale, mais plutôt de champ de bataille, entre le champ de bataille colonial, parce que la situation, on a l'impression que ça pourrait neutraliser le fait que le territoire colonisé est en permanence un lieu d'affrontement entre des rapports de domination et des résistances collectives, donc entre les champs de bataille coloniaux et les champs de bataille métropolitains. Et de ce point de vue-là, je reviens à la question de départ. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça veut vraiment dire violence policière alors? Est-ce qu'on n'est pas face à un pur pléonasme? C'est-à-dire, est-ce que la police n'a jamais a jamais été autre chose qu'un système de distribution de violence? Et là, en fait, on peut discuter de ce point de vue-là, parce que en fait,
justement, il y a toute une partie de la police qui va émerger plutôt à l'intérieur de la métropole, euh, en dialogue avec une partie d'un autre système de pouvoir, mais qui est complètement articulé et qui est au cœur aussi de mon travail, qui est la contre-insurrection. Dans la contre-insurrection, dans les technologies de contre-révolution, qui sont principalement déployées, expérimentées, normalisées sur les champs de bataille coloniaux, on a toute une dimension qui s'appelle la conquête des cœurs et des esprits, ou que les militaires vont appeler l'action psychologique ou la guerre psychologique, et dont le but est de capter les affects des classes dominées pour obtenir du consentement. Et de ce point de vue-là, effectivement, la police fait ça aussi, et en fait, on pourrait le ranger dans une catégorie de violence, parce qu'en fait, arracher le consentement, essayer d'obtenir le consentement de quelqu'un qui ne le donne pas, la théorie féministe nous le montre bien régulièrement, c'est un système de violence. Mais c'est pas un système de violence qui passe directement par le contact avec les corps, avec une violence qu'on pourrait dire matérielle et physique. C'est plutôt une violence d'ordre idéologique. On pourrait certains analystes parlent de forme de psychopouvoir. Et en tout cas, il y a aussi tout ça dans l'histoire de la police, c'est-à-dire l'histoire d'une machine de domestication des corps, des esprits, des psychés. Et, et cette dimension-là est véritablement fondamentale aussi. On le voit très très fort aujourd'hui encore. Je le montre un peu dans une partie d'un de mes derniers films dont vous avez parlé, dans Nous sommes des champs de bataille, où en fait la police, et en tout cas le ministère de l'Intérieur, investit énormément dans son image, dans les discours qui sont portés autour d'elle, et aussi dans la répression des contre-discours, des critiques de la police. Et là, les comités vérité et justice, les familles, les proches en lutte pour la dignité les proches de personnes tuées par la police et donc en lutte pour la dignité sont confrontés en permanence à ça, au fait que leurs paroles, leurs discours sont remis en cause, voire sont directement attaqués, voire réprimés, parce que il y a un enjeu fondamental dans le travail de police qui constitue à protéger une image, un discours, et on pourrait le dire un mythe, et un mythe dont j'en parle depuis tout à l'heure, qui est un mythe qui court et qui structure cette histoire-là depuis l'origine de la modernité capitaliste. Bon, alors, et voilà, une fois qu'on a dit tout ça, dans violence policière, il faut effectivement, on peut entrer à l'intérieur du sujet et investir le terrain pour voir ce qui se passe. Et là, effectivement, en fonction des époques, on a différents gestes. On a des gestes dont je viens de parler qui se reproduisent, et puis il y a des gestes aussi nouveaux. C'est-à-dire l'histoire, c'est aussi en permanence, il y a des continuités, il y a de l'innovation, il y a des choses qui disparaissent. Et donc, on a aussi bien des gestes, des armes, je l'ai dit, des doctrines, des idées, des savoir-être, des savoir-faire, qui participent à toute la production de la violence d'État, dont la police est le vecteur. Et donc ça, on peut aussi interroger justement ces formes. Qu'est-ce qui fait que à telle époque, dans telle société, on va plutôt utiliser des matraques, on va plutôt utiliser les mains pour tuer. La police tue beaucoup avec ses mains, en étranglant notamment. Elle n'a pas forcément besoin d'armes. Qu'est-ce qui fait qu'on va voir se multiplier des mutilations par armes dites intermédiaires? Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, sur certains champs de bataille, la police ou la gendarmerie va ouvrir le feu beaucoup plus facilement que contre certains corps et dans d'autres espaces sociaux. Bon, voilà, ça, il faut questionner tout ça parce que, évidemment, c'est la base de la sociologie critique. Tout ça ne tombe pas du ciel. Il y a des dynamiques économiques, politiques, sociales derrière tout ça. Et bon, là, je vais faire le lien un petit peu avec la question du capitalisme sécuritaire, parce que on peut faire moi, j'essaie de me positionner dans une histoire de longue durée. Encore une fois, parce que derrière tout ça, il y a la question de la transformation sociale. Je dis je, hein, avec les camarades, avec tous les gens avec qui on lutte au quotidien. Je crois qu'on a besoin d'une compréhension générale de ce à quoi on fait face pour outiller nos luttes. Et donc, on a besoin d'une compréhension sur le temps long,
Mais une compréhension sur le temps long ne doit pas nous masquer le fait qu'il y a des époques, il y a des séquences, il y a des évolutions. Et justement, le fait de le remarquer, c'est fondamental parce que c'est aussi venir casser le mythe d'une domination absolue. On a beaucoup ce discours-là dans les classes dominantes et d'ailleurs dans les ingénieurs de la sécurité, du contrôle, de la surveillance, c'est un discours à la fois qui est un mélange de propagande et de publicité et qui consiste à se prétendre tout puissant, omniscient, etc. Et nous, il faut absolument pas qu'on cède à ça. Et une socio-histoire critique, justement, a pour mission, parmi d'autres, de bien montrer que, en fait, à toutes les époques, le pouvoir est contredit. Il fait face à des résistances populaires, il fait face à des résistances qui parfois sont invisibilisées, parfois sont considérées comme apolitiques, proto-politiques, infra-politiques, en fait, qui sont toujours politiques. Et là, à nous, là, c'est aux luttes, c'est aux résistances populaires de se battre pour faire valoir le caractère absolument politique des résistances. Et tout ça pour dire que l'histoire de la domination capitaliste, raciale et patriarcale, on va y revenir peut-être dessus. Moi, je fais une proposition, en tout cas, d'aborder tout ça de manière conjuguée. Enfin, en tout cas, je fais moins la proposition que je l'observe quand on fait cette histoire de longue durée, globale et connectée, critique par en bas. On est forcé de reconnaître qu'il n'y a pas de moment où le capitalisme n'est pas conjugué avec un système racial et avec un système patriarcal. Il y a une configuration qui se met en place entre le 15e et le 17e siècle et qui va se réagencer en permanence. Et dans ce réagencement, il faut bien voir qu'il y a des époques différentes. Alors là, on a pu aller beaucoup chercher du côté de Michel Foucault une histoire du pouvoir qui nous parlait de la discipline. Et où là, moi aussi, je viens me poser un petit peu en rupture avec ça, enfin, c'est-à-dire en prenant ce qui est bon dedans, comme dans toute chose, il faut prendre ce qui est bon et puis essayer d'avancer. Mais en tout cas, mes travaux et puis les travaux qu'on mène dans la socio-histoire critique sur ces sujets-là ont tendance à plutôt nous amener à se dire que le pouvoir disciplinaire, le pouvoir qui fonctionne aussi par l'autocensure, par la discipline de soi, par la surveillance les uns des autres et qui viserait finalement à ne pas passer à l'action. Tout ce qui empêche justement tout ce qui permet d'obtenir le consentement et qui empêche les opprimés de passer à la contre-attaque. Toutes ces choses-là, finalement, quand on fait cette histoire globale et connectée des violences d'État, c'est plutôt elle qui est minoritaire, plutôt que la norme. Et moi, mon travail consiste un petit peu à montrer, en tout cas, il observe le fait que ce pouvoir qui contrôle sans écraser les corps est finalement très marginal. Il ne fonctionne que contre une partie de la population. Les corps considérés comme insacrifiables, c'est-à-dire les corps blancs, très clairement, les corps blancs de classe moyenne et inoffensifs, jugés inoffensifs. Et pourquoi je rajoute ça? Parce que en fait, quand on voit dans l'histoire du mouvement ouvrier et des insurrections paysannes considérées comme blanches, en fait, quand elles sont menaçantes pour l'État, l'État à ce moment-là rouvre le répertoire de la guerre et il fait donner l'armée, il fait ouvrir le feu, il fait mettre à mort massivement. Et donc là, on a des formes du répertoire colonial qui peuvent être appliquées justement à ces corps jusque-là considérés comme pleinement légitimes. Et donc dans toute cette histoire-là, il faut voir qu'on a un fonctionnement inégal et combiné du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir ne fonctionne jamais de la même manière selon les corps et selon la manière dont ils sont identifiés racialement du point de vue du genre et du point de vue de la classe. On est absolument inégaux dans tout dans cette société et en particulier du point de vue de l'exercice du pouvoir. Et alors, ce que je nomme capitalisme sécuritaire, c'est la séquence contemporaine. On peut l'appeler plus
plus largement sécuritaire. En tout cas, c'est la proposition que je fais, et qui est là encore une fois une proposition qui vient discuter avec d'autres travaux, et notamment avec ceux de David Harvey et avec une partie de la géographie critique qui est évidemment fondamentale, mais où Harvey nous propose de considérer qu'à partir de 2001 et des guerres occidentales en Irak et en Afghanistan, on ferait face à un nouvel impérialisme. Et donc voilà, moi mes travaux m'amènent plutôt à dire que en fait on est dans le même impérialisme que celui qui a pris forme, qui s'est configuré entre le 15e et le 17e siècle, mais qu'on est dans une séquence particulière, un âge particulier, c'est celui-là que je propose d'appeler sécuritaire, et sécuritaire dans le sens où il est absolument concentré autour des machines de guerre, de contrôle, de surveillance, de répression, de frontières et d'enfermement. Et une fois qu'on a dit ça, je le redis, tous ces dispositifs-là, toutes ces dynamiques-là ont accompagné l'histoire de la modernité capitaliste à toutes les époques. Sauf que c'est une partie de ce que j'essaye de raconter dans La guerre globale contre les peuples. Justement, la guerre contre les peuples n'a jamais été finalement une exception, une bavure, une dérive, une erreur de l'économie politique. Elle a, dans le moment de l'accumulation primitive du capital, elle a été une machine qui a permis le démarrage du capitalisme et son arrimage avec l'État-nation. Dans les siècles suivants, elle a été une machine de régénération, et elle l'est toujours. Mais l'idée de parler de capitalisme sécuritaire aujourd'hui, c'est de se dire que la guerre, le contrôle, la surveillance, la répression, les frontières et les enfermements ne sont plus juste des mécaniques de démarrage ou de régénération, c'est plus juste des moyens, c'est la fin en soi d'un système qui est poussé dans une dynamique de crise structurelle. Alors voilà pourquoi je parle de tout ça. Après, on pourrait se donner plein d'exemples, ce serait sans doute plus facile parce que là, on monte un peu en théorie, mais bon, c'est la proposition. Oui, j'aimerais revenir sur un point que tu as avancé concernant la colonisation. Si je comprends bien, l'histoire coloniale servirait de référent finalement quant aux méthodes de contrôle et de répression, notamment dans les métropoles. Et puis, si je comprends bien également, il y aurait une ségrégation endocoloniale et les premières victimes seraient ce que tu appelles les damnés de l'intérieur, par référence aux damnés de la terre. Et ça serait principalement les migrants, les immigrés et les blancs de classe défavorisée. C'est bien ça, l'argument. Alors pour les blancs de classe défavorisée, ça dépend. Quand ils sont jugés menaçants, mais très clairement, oui, on se parle de ça. J'en fais pas un système monolithique. Je pense qu'il faut voir comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne en permanence aussi. Mais cette histoire critique, elle nous montre que les technologies de pouvoir qui sont déployées dans les métropoles occidentales sont toutes d'abord expérimentées, normalisées, banalisées dans les périphéries coloniales. Et alors, justement, on va pouvoir se donner des exemples concrets. Donc là, on s'est parlé, par exemple, de la chaîne de pouvoir, de la chaîne de capture raciale. Là, on a une technologie qui est une technologie de pouvoir qui est conçue, déployée, normalisée, banalisée, industrialisée sur le champ de bataille colonial et qui va être réimportée très rapidement, voire quasiment immédiatement dans la métropole, que ce soit pour dans ce qu'on a appelé la police des Noirs, c'est-à-dire dans la capture des corps dits considérés, construits comme noirs en métropole à une époque où ils sont interdits d'entrée, mais qui va aussi se mêler immédiatement avec d'autres technologies de capture et qui sont en gros les technologies de capture des misérables qui sont mises en place justement par les milices bourgeoises. Alors là, on se parle de techniques en termes presque de gestes, mais ça fonctionne pour les armes, les armes à feu, les poudres, le barbelé. Le barbelé est développé à travers la colonisation
Abya Yala, dite Amérique, à la fois pour imposer la propriété privée, mais aussi les premières formes de camps contre les peuples premiers en Amérique centrale, en Amérique du Nord. Et puis très rapidement, ces barbelés vont être réimportés encore une fois dans l'histoire des camps de concentration, eux-mêmes d'abord expérimentés, normalisés sur le champ de bataille colonial, on pense à Cuba, avant d'être déployés massivement en Europe occidentale. Cette histoire-là fonctionne pour les drones, elle fonctionne pour les lanceurs de balles de défense, par exemple, pour les grenades de désencerclement. Là, dans ces trois domaines-là, l'occupation coloniale de la Palestine par Israël ou de l'Irlande du Nord par l'Empire britannique constituent véritablement des laboratoires dans lesquels ces armes, ces technologies, ces marchandises, puisque c'est toujours des marchandises, sont développées, normalisées, industrialisées, avant d'être redéployées ailleurs. Et donc, ce ailleurs, ça va d'abord être le domaine endocolonial, comme on vient de se le dire, c'est-à-dire contre les corps qui sont eux-mêmes jugés sacrifiables à l'intérieur de la métropole, dans les quartiers populaires, dans les prisons, contre les exilés. Et puis après, ça va être servir à nouveau de répertoire. C'est un répertoire qui est différent. Il ne s'agit pas de dire que c'est la bataille d'Alger ou mai 67 tous les jours dans les quartiers populaires des métropoles. Par contre, il y a des liens, il y a une continuité, il y a un continuum dans l'espace et dans le temps, avec des innovations, avec des réagencements. Mais ça produit des nouveaux répertoires, on pourrait dire des boîtes à outils, dans lesquelles le pouvoir va puiser lorsqu'il est confronté à des déstabilisations qu'il n'arrive pas à gérer. Très clairement, les gilets jaunes, le pouvoir n'arrive plus à gérer. Il va piocher dans la boîte à outils endocoloniale. Et encore une fois, il ne l'applique pas de la même manière. Les gilets jaunes ne subissent pas la même chose que le fonctionnement de la violence policière dans les quartiers populaires. Si vous voulez, on peut en discuter. Je peux continuer sur ça parce que c'est assez important de le voir, parce que c'est justement la structuration raciale du pouvoir qui change tout. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, la violence policière sert un système de ségrégation, de discrimination, et donc elle est quotidienne, et elle frappe les corps parce qu'ils sont là, parce qu'ils existent, parce que la jeunesse populaire racisée habite la rue, parce qu'elle habite en bas de chez elle, et qu'il y a une volonté, il y a un calcul, il y a une dynamique qui consiste à faire la chasse à ces corps, à les faire disparaître, ou en tout cas à les harceler, et puis à construire des carrières policières aussi, ou de commissaires, ou de préfets autour de ce marché là. Et donc le fonctionnement de la police dans le quartier populaire est un fonctionnement quotidien qui met à mort massivement. 2025, c'est une cinquantaine de morts dans les quartiers populaires de France. C'est quasi exclusivement des Noirs et des Arabes issus de la classe ouvrière. Et voilà. Alors que quand le système de violence policière frappe les gilets jaunes, dans lesquels il y a des corps racisés aussi, il les frappe en manifestation, c'est-à-dire le samedi, le dimanche. C'est pas au quotidien en bas de chez soi. C'est pas parce que les gens c'est parce qu'ils font quelque chose. Et ça veut pas dire que c'est moins grave ou quoi que ce soit, mais en tout cas, la police vient frapper des mobilisations sociales, des manières de se rendre offensif aussi, parce qu'on voit bien que la police se comporte pas de la même manière face à des manifestations festives et absolument inoffensives. Et voilà. Donc, il y a ces répertoires-là qui sont conjugués entre eux, mais qui sont pas les mêmes. Et une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut souligner quelque chose d'assez important. Et on s'en est rendu compte justement au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y avait il y a toute une partie des Gilets jaunes qui avait écouté cette analyse critique et qui s'en était emparé, mais qui s'en était emparé d'une manière un peu problématique, enfin en fait un peu fausse, en disant on nous applique la même chose que dans les quartiers populaires, etc. Et qui disait même ils expérimentent ça dans les quartiers populaires pour nous l'appliquer à nous ensuite. Et alors là, je pense qu'il faut faire vraiment attention à cette analyse-là parce qu'elle est fausse, mais parce qu'en plus politiquement, elle fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que il y a une fonction laboratoire, effectivement, mais le pouvoir expérimente dans tous les domaines. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans n'importe quel champ de bataille socio-historique,
le pouvoir récupère ce qui a été expérimenté. Il tente d'en faire de nouveaux dispositifs. Les firmes spécialisées sur le sujet tentent d'en faire des marchandises, etc. Mais ça marche dans tous les domaines, pas seulement dans la colonie ou dans le quartier populaire ou sur la frontière, etc. Mais il faudrait pas croire justement que du coup le domaine colonial serait juste un domaine d'expérimentation qui ne servirait à ça que pour finir par frapper les vrais corps, hein, qui seraient les vrais sujets historiques au centre, qui seraient donc, on ne sait pas exactement, mais en général, les mobilisations sociales des classes populaires blanches. Il faut absolument contredire cette analyse-là en voyant que s'il y a effectivement une dynamique d'expérimentation, elle est liée au fait que le champ de bataille colonial, même si c'est intéressant, enfin, c'est fondamental de dire que c'est la périphérie du système impérial, mais d'un point de vue politique, c'est le centre. C'est-à-dire que l'ensemble de la modernité capitaliste s'est organisé autour de la domination coloniale, et donc le déploiement de forces, de violences symboliques et physiques dans les territoires colonisés et contre les corps colonisés est absolument pas une expérience qui viserait à ensuite pouvoir traiter les vrais sujets historiques qui, eux, seraient au centre. Ce déploiement de violence, il est là parce que déjà, il y a des résistances permanentes sur le champ de bataille colonial. On n'a jamais vu une forme de pouvoir, de gouvernementalité qui ait réussi à obtenir le consentement des esclavisés, des colonisés, etc. C'est-à-dire le pouvoir est en permanence contredit, il est en permanence obligé de se réagencer, mais aussi véritablement parce que l'accumulation de profits et l'ordre international qui fonctionne autour de la colonisation est absolument central, il est absolument fondamental, et il l'était dans la première époque du capitalisme, il l'a été dans les siècles suivants, et il continue absolument de l'être, vu les dynamiques de colonialité qui structurent l'ensemble du fonctionnement de l'ordre international actuellement. Okay. Alors, je passe maintenant à une autre catégorie de questions, peut-être plus pratique, avant d'aborder mai 67. Euh, les exemples qui illustrent les notions dites de bavure, de dérive, de légitime défense. Alors, bon, il y en a plein dans nos territoires. En Guyane, par exemple, j'ai noté que Guyane première relate le 20 janvier 26 des violences particulières, policières, contre un jeune homme qui a été amené au commissariat, qui a été frappé après s'être rebellé. Donc, le policier sera condamné quand même à 1 an de prison avec aménagement de peine. Il y a d'autres cas en Guadeloupe qui sont aussi graves, voire plus graves. En avril 2026, un homme infirme et vraisemblablement malade a été tué. Il était muni d'un couteau, il paraissait, d'après les gendarmes, menaçant, hein. En janvier 2024, il y a dans la commune de Goyave, je crois, Roni Sely, qui a été tué encore par la police. Et le 3 décembre 2020, il y a un cas plus médiatisé, c'est la mort d'un homme âgé après des violences policières, un homme âgé qui meurt après des violences policières. Alors on pourra en citer d'autres, hein. En Martinique aussi, bon, je ne parle même pas dans l'histoire de la Martinique, l'affaire Gérard Nouvet en 71, il y en a d'autres. Euh, bon, je veux signaler que ces différents exemples se terminent souvent par des arguments, bavure, dérive, légitime défense. Dans tes travaux, je crois que tu donnes un sens particulier à ces arguments-là. Oui, bah, j'essaye enfin, encore une fois, c'est pas j'essaye de montrer, c'est plutôt j'observe. Mais enfin, bon, et c'est important de se rappeler que ce que la sociologie critique observe, souvent une partie des militantes et des militants et des proches de victimes de la police s'évertuent à le dire au quotidien, année et après année. Et par exemple, les habitants des quartiers populaires confrontés à la violence policière systémique et systématique, en général, le savent très bien. Et pourtant, on va retrouver cette notion de bavure beaucoup dans un langage populaire, mais ça dépend comment elle est utilisée. Et effectivement, il y a un enjeu depuis une quinzaine d'années dans les luttes contre les violences policières. On fait ce travail-là, je dis on parce que j'y participe en tant que militant, et
puis aussi en tant que victime de violences policières, justement à se dire parmi les nôtres, il faut qu'on arrête avec ce langage de la bavure, parce qu'en fait, il nous dessert, parce qu'il cache l'aspect systémique. La bavure, c'est une erreur, c'est un dysfonctionnement. Et en fait, la socio-histoire critique, elle vient nous montrer l'inverse. Elle vient nous montrer que lorsque la police surveille une partie spécifique de la population désignée par la classe et la race, en fait, elle fonctionne. Lorsque la police harcèle, mutile et finit par faire mourir des prolétaires racisés, elle n'est pas en train de dysfonctionner, elle est en train de remplir une partie de ses fonctions historiques, qui est le maintien d'un ordre social à la fois, je le redis, capitaliste, racial et patriarcal. Et donc, quand on se dit bavure, on est en train de rater quelque chose. On est en train de rater, en fait, on est en train de s'indigner en reproduisant l'un des mythes autour duquel la police est fondée, c'est-à-dire l'une des mythologies fondatrices de la modernité, qui serait que déjà que l'Occident, à travers sa mission civilisatrice, serait là pour répandre le droit, la justice, la raison, l'égalité à travers le monde, et je ne sais quoi. Mais toutes ces choses-là, il y a plus grand monde pour y croire, à part les gens qui veulent vraiment y croire. Mais dans ce faisceau de mythes, il y a aussi l'idée que la police est là pour défendre la population. Alors la population, on ne sait pas très bien ce que c'est. En tout cas, on n'a jamais vu. Je propose ça des fois à des étudiants enfin ou même dans des salles d'intervention de jouer à prendre au sérieux le fait de cette idée qu'on entend répéter souvent et en partie à gauche de la police n'est plus républicaine, elle ne défend plus le peuple. Eh ben jouons à ça. Alors c'est à quelle époque que la police défendait le peuple? C'est à quelle époque que la police protégeait les corps des classes populaires? Et puis on peut remonter comme ça. Alors est-ce que c'était dans les années 90? Non, on voit évidemment que dans les années 90 c'était pareil, c'était des jeunes prolétaires racisés qui mouraient, des jeunes colonisés, etc. Dans les années 70, c'est pareil. Dans les années 50, dans les années 30, au 19e siècle, au 17e siècle, etc. On peut remonter à ça, ça n'existe pas. Et donc, quand on se dit bavure, on rate cette chose-là. Et quand on se dit, dans tel cas de violence policière, il y a eu un dysfonctionnement et la police n'a pas vraiment fait son travail, elle n'a pas été véritablement républicaine, on loupe le fait qu'en réalité, la police a fait ce pourquoi elle a été organisée historiquement, et c'est pour ça que l'institution judiciaire et que les classes dominantes reproduisent un système d'impunité à l'égard des policiers qui ont ce type de pratique. Justement parce que c'est pas des dérives et des dysfonctionnements. Quand il y a des dérives et des dysfonctionnements, en fait, ils sont pris en charge par certaines structures internes de la police, et notamment des structures qui s'occupent, par exemple, des mœurs. Et donc, quand des policiers font des choses que leur hiérarchie n'accepte pas, ils sont sanctionnés. Cette chose-là fonctionne. Sauf qu'en général, ça ne touche jamais la question des violences distribuées contre les classes populaires. Ça touche à de l'alcoolisme au travail, ça touche à un manque de respect à la hiérarchie, ça touche au fait, par exemple, les policiers qui sont sanctionnés, c'est les policiers qui des fois justement avouent qu'il y a du racisme dans la police ou dénoncent les comportements de leurs collègues. Là, ils vont être sanctionnés. Et d'ailleurs, quand on fait une analyse transversale de parcours de policiers accusés de crimes, de mise à mort, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, non, on peut se le redire, l'immense majorité n'est jamais punie par la loi. Il peut y avoir un petit peu certains qui sont sanctionnés pendant quelques jours, c'est-à-dire faire des gardes à vue, des choses comme ça, le temps en général de la gestion de communication. Mais en fait, la plupart, ce qui se passe, c'est que ils vont obtenir les mutations qu'ils avaient demandées depuis des années
parce que la hiérarchie, et en collaboration directe avec les syndicats de policiers, considèrent qu'ils ont eu affaire à l'opprobre, à une dénonciation publique, ça a été très très dur pour eux, etc. Et donc on va les déplacer. Et où est-ce qu'on va les déplacer? On va les déplacer là où ils demandaient depuis des années d'être déplacés. Donc en fait, on a toute une série on a une sorte de une, une habitude de déplacer les policiers qui tuent en banlieue. On leur donne les mutations qu'ils attendaient dans le sud depuis 15-20 ans, et donc en fait, d'une certaine manière, ils sont récompensés. Et ils sont récompensés de la même manière que euh, le policier qui a tué Naël sort de tout ça avec, je sais plus combien ça avait été, la cagnotte, 1 million d'euros, etc. Et puis, au final, quasiment aucun accroc dans sa carrière. Et ça va même plus loin que ça, c'est que comme on considère, comme les états-majors politiques et policiers, pareil, considèrent il faut prendre soin de ces policiers pour qui ça a été très dur, etc. Et ben en général, ils montent dans la hiérarchie. C'est-à-dire que les policiers qui se sont rendus coupables de ce qui est nommé un crime pour le reste de la population grimpent dans la hiérarchie, on leur donne de plus en plus de pouvoir, et c'est bien encore une fois la preuve qu'il y a derrière ça une mécanique structurelle qui fait que la distribution de violence contre les classes dominées n'est absolument pas un dysfonctionnement ou une dérive, c'est le travail de la police. Et ça a une implication importante dans les luttes, parce que ça veut dire que ça n'a pas de sens de demander plus de police, ou une police mieux formée, ou une police mieux tenue. Parce que cette police, elle est justement formée, tenue, encadrée pour produire tout ça. Voilà, et ça ouvre, on pourra en discuter après, mais ça ouvre sur le fait que les luttes contre les violences policières et les violences d'État ont fondamentalement intérêt à construire, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais ce qu'on peut appeler, ce qu'elles ont elles-mêmes appelé l'autodéfense. Autodéfense des corps, autodéfense des vies, autodéfense des communautés, voilà, et puis des luttes qui amènent à une transformation sociale profonde, c'est-à-dire à la mise en œuvre d'une société qui ne produit pas cette institution qui tue les nôtres. Très bien. Alors, je vais peut-être maintenant passer à une violence d'État contre les manifestants, contre les mobilisations sociales. On a des exemples là aussi assez nombreux. En Martinique et en Guadeloupe, décembre 59, février 74 et bien sûr mai 67 en Guadeloupe. Alors, précisément sur mai 67, il y a l'ouvrage donc qui a été co-rédigé avec Elsa Dorlin et Jean-Pierre Sainton. C'est apparemment un cas pratique de ce que tu développes. Et pour rappel, en mai 67, en Guadeloupe, un mouvement de grève est réprimé. Les forces de l'ordre étatique ouvrent le feu sur les manifestants. On cible des militants, on cible des syndicalistes. Alors, moi, j'aimerais avoir peut-être que ton analyse de mai 67, précisément. Et puis, un aspect intéressant dans ce que tu écris, c'est la trajectoire des acteurs de la violence. Je pense notamment au préfet Boulotte, mais pas seulement lui. Et donc, ce qu'on retient dans cet ouvrage, c'est que mai 67 illustre peut-être l'idée d'une diffusion des méthodes coloniales dans la répression, mais également dans une diffusion des acteurs de cette répression. Oui, très clairement. Bon, le massacre colonial, le crime d'État de mai 67 est absolument exemplaire de la mécanique impériale dont on se parle tout à l'heure. Et il est un chaînon dans la généalogie sécuritaire contemporaine. Je dis un chaînon parce que du coup je vais reprendre cette généalogie-là pour celles et ceux qui la connaissent pas. Mais bon, s'il y a bien un endroit où les gens la connaissent, c'est notamment dans la Caraïbe.
le, le déferlement de violence contre les Guadeloupéens qui a lieu en mai 67 s'inscrit dans cette réverbération systémique des savoir-faire contre-insurrectionnels. Alors, on va le faire plus concrètement. Reprenons la carrière de Pierre Bolotte, mais encore une fois en se disant que c'est pas parce qu'il est un génie du mal, c'est pas parce qu'il est Bolotte qui est le préfet de l'époque, il faut le préciser. oui, voilà, qui est le préfet de la Guadeloupe à ce moment-là, mais qui en vérité est un rouage d'une mécanique. Il faudrait pas tomber dans quelque chose. Bon là en fait j'arrive à la fin avant de faire le. Mais bon, c'est pas grave, on peut se spoiler ce qu'on raconte. Mais il est exemplaire d'une mécanique, mais il n'est pas un génie politique ou policier ou il n'est pas un extraordinaire ingénieur en maintien de l'ordre. Il est un agent. Il est un agent finalement assez commun de cette histoire-là. Ce qui est un peu intéressant aussi quand même, et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a quand même différents agents. Il y a des agents, bon, on pourrait les classer un peu de gauche ou de droite, etc. Dans l'histoire de la contre-insurrection, en général, moi je les observe sous deux polarités, mais qui, on pourrait dire de gauche et de droite, même si ça amène pas à grand chose, mais en tout cas des agents qui se positionnent plutôt du côté de l'usage de la férocité extrême. En gros, les gens qui disent il faut envoyer l'armée tout de suite, arrêtez avec vos trucs d'action psychologique, etc. Il faut mater la meute, et puis c'est tout. Et un pôle qui est justement plutôt celui de la conquête des cœurs et des esprits, de l'action psychologique, et qui dit non, il faut obtenir le consentement, etc. Bon, la réalité, c'est que ces deux pôles fonctionnent toujours ensemble. Mais je vais revenir sur la carrière de Bolotte, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que Bolotte est un agent de cette histoire-là, mais c'est un agent du côté un peu de pas des plus féroces. C'est ça qui est le plus fou dans cette histoire-là. C'est que à la suite de mai 67, les réseaux focards vont considérer que Bolotte n'y a pas été assez fort. Et du coup, il va être marginalisé d'une certaine manière pendant quelques années parce que on considère que ça a été un mou. Et c'est assez fou cette histoire-là parce que bon, on va y revenir dessus. On saura jamais combien de morts il y a eu, mais il y en a au minimum eu quelques dizaines. C'est un massacre. C'est un massacre colonial. Et le premier responsable politique en Guadeloupe a été considéré par le gaullisme comme ayant été pas assez sévère, quoi. Et donc, Bolotte commence sa carrière, bon, enfin, en tout cas, sur le terrain, en Indochine, auprès des grands généraux qui vont fonder la doctrine française moderne de contre-insurrection, qu'on va appeler la doctrine de guerre contre-révolutionnaire, et donc auprès des Delattre, etc. Et donc, il va immédiatement se construire sa carrière autour de la guerre coloniale et de la contre-insurrection, c'est-à-dire des technologies de pouvoir censées briser la possibilité d'un peuple de se libérer. Et donc, en fait, de la guerre contre le peuple, de la guerre contre les classes populaires. Et là, encore une fois, pourquoi j'insiste dessus, c'est bien pour se dire que les morts civiles dans ces affaires-là ne sont pas des bavures, ne sont pas des dysfonctionnements, ils sont absolument pensés, conçu, ça, c'est le cœur de la contre-insurrection, c'est de frapper les peuples, c'est de faire la guerre dans et contre le peuple, bon, comme objectif principal pour la contre-insurrection en général, et pour la méthode française de contre-insurrection, ça va au-delà, c'est ce qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, c'est que la méthode française de contre-insurrection, la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, elle propose de militariser l'ensemble de la société. On est dans un contexte de guerre froide où du coup les classes dominantes considèrent que toutes les insurrections anticolonialistes sont en fait seraient en fait des manipulations par Moscou qu'il faudrait traiter sur le mode de la guerre antisubversive et du coup l'armée française invente. Elle commence à l'inventer d'abord au Maroc, mais le généralise en Indochine et va l'industrialiser en Algérie.
une doctrine de contre-insurrection qui dit, mais pas seulement qui dit, qui fait, qui propose de militariser l'ensemble de la société, c'est-à-dire donner le pouvoir à un général, passer les pouvoirs de police, les pouvoirs judiciaires à l'armée, et puis quadriller l'ensemble du territoire sous forme d'occupation militaire et coloniale. Et donc Bolot commence sa carrière comme un agent de cette mécanique de violence. Et à la suite de ça, il va être nommé en Algérie à sa demande. Pourquoi je souligne à sa demande? Parce il faut bien voir qu'aussi il y a des affects dans tout ça, c'est-à-dire que ces gens-là aiment ce qu'ils font. Et du coup, il continue à se spécialiser en Algérie et notamment il va être présent pendant la dite bataille d'Alger. Pourquoi dite? Parce qu'encore une fois, on peut se parler d'une bataille, mais c'est pas une bataille entre deux armées, entre deux États. Hein, c'est une bataille entre une puissance impérialiste et un peuple misérable, mais qui a quand même trouvé les moyens d'organiser une lutte armée. Et donc, dans la dite bataille d'Alger, Bolot est, à travers la préfecture, chargé de toute une partie de la répression et du travail policier contre les réseaux du FLN, mais en réalité, encore une fois, contre l'ensemble des classes populaires, hein, du peuple algérien dans la capitale. Et ce qui est intéressant, c'est que donc moi j'ai travaillé sur ces archives qui étaient disponibles à Sciences Po Paris. D'ailleurs, il avait détourné toute une partie des archives qu'il aurait pas dû emporter avec lui. Donc comme il les avait emportées avec lui et qu'il a tout filé à Sciences Po Paris, on a une partie des archives préfectorales auxquelles on n'aurait pas dû avoir accès, qui étaient disponibles là-bas, plus son autobiographie, des choses comme ça. Bon, c'est un terrain qui est vraiment très intéressant et sur lequel il y a encore plein de choses à faire. Et donc dans lequel il raconte que, notamment ce qu'il invente, il est assez fier de ça, c'est des petits groupes d'hommes en armes à qui il donne une forme d'autonomie relative pour aller faire la chasse aux subversifs, et donc très clairement au corps considérés comme arabes et susceptibles d'être des militants indépendantistes. Et donc il va financer, former, protéger des commandos policiers armés qui mènent la chasse aux Arabes dans Alger, et on retombe sur notre chaîne de pouvoir de tout à l'heure, c'est-à-dire des commandos coloniaux qui pourchassent, humilient, brutalisent, mutilent, torturent et font disparaître des colonisés pendant la révolution algérienne. Alors, à la suite de ça, il y a un moment, il va être assez rapidement, ça on a peu de données sur ça, mais il va être à la Réunion et notamment pendant l'amorçage du Bumidum. Alors il faudrait travailler dessus. Moi, il n'y avait pas de source et c'était pas exactement le sujet. Enfin, il n'y avait pas de place pour ça dans ce chapitre-là, mais il y a un véritable travail à faire sur ça, faire les liens entre tout ça, même s'ils ont déjà été ils ont été soulevés, ces liens-là, enfin, le Bumidum comme contre-insurrection. Bon, en tout cas, à la suite de ça, il va être nommé en Guadeloupe parce que on lui reconnaît un savoir-faire dans le domaine du maintien de l'ordre colonial, et parce que à ce moment-là, les réseaux Focard et donc gaullistes jusqu'au sommet de l'État se méfie, en fait, surveille tout ce qui bouge en Guadeloupe, en étant persuadé que derrière la moindre résistance ouvrière se cache un mouvement indépendantiste qui, si on ne le réprime pas immédiatement avec des méthodes féroces, va ouvrir sur une dynamique de lutte de libération comme le FLN en Algérie. Et alors là-dedans, il y a et de la paranoïa et un affect de férocité répressive, mais il y a aussi des militants guadeloupéens qui luttent pour certains pour l'autonomie, d'autres pour l'indépendance, en tout cas pour la libération. Et
et donc c'est le gong en particulier qui est ciblé par les services de renseignement, et où là on va avoir, ça on le voit vraiment très clairement dans les archives et dans son autobiographie, enfin Bolot s'auto-persuade que le gong finalement serait beaucoup plus puissant et structuré et traverserait l'ensemble de la population guadeloupéenne, enfin, qui constituerait véritablement une menace dès cette époque-là, quoi. Et alors on peut entendre, hein, je veux dire, un mouvement indépendantiste, évidemment, ça menace une puissance coloniale, et donc évidemment une puissance coloniale surveille et tente de réprimer toute forme de mouvement indépendantiste. C'est cohérent de son point de vue, mais il y a quand même une sorte de, enfin on sent dans les archives que Bolot fait quand même tout un travail pour décrire le gong comme étant vraiment une menace radicale sur l'ordre social. Enfin bon, il a tendance à le décrire comme beaucoup plus puissant que ce qu'il est à l'époque. Et tout ça, il le décrit en direction des réseaux Focard, aussi pour avoir de l'autre côté un appui en termes de légitimité à la répression militarisée. Et il va y arriver, du coup, et il va obtenir des moyens militarisés. Mais là, encore une fois, on est presque dans l'ordre du pléonasme, parce que c'est aussi une partie de ce que j'essaie d'expliquer dans mes travaux, c'est que sur le champ de bataille colonial, il n'y a jamais de séparation absolue entre le temps de paix et le temps de guerre, entre le militaire et le policier. Et c'est pour ça que c'est des gendarmes, des forces militaro-policières qui interviennent principalement. Et donc, pour réprimer une mobilisation ouvrière, Bolot va déployer un schéma de contre-insurrection avec, alors il y a différentes troupes, mais des troupes aguerries à ces formes d'intervention, en tout cas des troupes militaro-policières, et qui vont mener, là encore une fois, des chasses à l'homme. On a des sources qui parlent de torture, on a des corps qui disparaissent après avoir été hospitalisés, si je crois bien me souvenir, comme ça l'a été en octobre 61 en France métropolitaine. Pourquoi je souligne ça? Parce que des corps qui disparaissent après avoir été hospitalisés, ça veut dire qu'il y a des policiers ou des militaires qui viennent les chercher dans les centres de soins pour les faire disparaître. Donc ça veut dire qu'on a véritablement une méthode organisée, déjà pour écraser un mouvement, mais pour faire disparaître des corps. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans l'ordre du dysfonctionnement, de la dérive, de la bavure. On est dans l'ordre de l'application d'une doctrine méthodique. Bon voilà. Tout ça aboutit à un massacre qui va véritablement mutiler le mouvement de libération guadeloupéen. Et par-dessus ça, il faudrait, moi j'y ai passé moins de temps, mais il faut aussi travailler sur la dimension judiciaire, le traitement judiciaire qui a eu lieu dans les mois et les années suivantes pour tenter de briser le mouvement indépendantiste guadeloupéen. Et donc là, on arrive sur un autre moment qui, je pense, est intéressant pour nous, même si on quitte la Guadeloupe. Donc, Bolot va être marginalisé un petit moment, justement parce que déjà Focard trouve qu'il a été un peu mou, puis aussi parce que Focard a ses intérêts particuliers dans la banane, etc. Et que dans toutes ces affaires-là, Bolot a l'air d'être dans une autre fraction économique qui a l'air de gêner les intérêts de la famille Focard. Il y a sans doute des gens qui s'y connaissent 1000 fois mieux que moi dans la salle. En tout cas, il va être marginalisé à un moment, puis en fait, on va quand même considérer qu'il a un savoir-faire. Et donc, au tout début des années 70, quand sont créés les départements de la banlieue parisienne, et là où on le voit très clairement dans différentes archives, ces départements, comme la Seine-Saint-Denis, sont vraiment pensés immédiatement comme des territoires à la fois racisés. On sait qu'il y a beaucoup d'Algériens, mais aussi il y a beaucoup de gens des Antilles et d'Afrique noire dans ces territoires-là. On sait que c'est des territoires populaires et c'est aussi évidemment la banlieue rouge. C'est-à-dire qu'il y a immédiatement dans la tête des états-majors administratifs et policiers l'idée qu'il va falloir fabriquer une police
spécifique pour la banlieue parisienne comme territoire des classes dangereuses d'un point de vue racial, politique, économique. Et c'est là qu'on retrouve Bolot. Bolot va être en charge de la direction de toute une partie du programme de développement de cette police des cités qui émerge à ce moment-là, et notamment à travers les BSN, les brigades de surveillance de nuit, qui sont les prototypes, qui sont les ancêtres de la BAC. Si vous voulez, on peut se relancer dessus parce que c'est intéressant. C'est pas exactement des brigades purement coloniales comme l'étaient les BAV, et là je le glisse, les BAV, les brigades agression et violence, qui étaient la suite des brigades de surveillance des Nord-Africains, donc des pures brigades coloniales de surveillance et de chasse aux Arabes, aux travailleurs nord-africains, comme c'était dit dans Paris, donc étaient devenus les BAV, et ça donne bavure. C'est de là, a priori, que le mot bavure apparaît. Donc les PSN sont une reformulation de ces brigades qu'on pourrait dire endocoloniales, mais dans un contexte de naissance, enfin d'imposition du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'elles sont quand même différentes. Elles ont une dynamique d'optimisation, de rentabilité. Il faut qu'elles fassent des affaires le plus possible, quoi. Et on n'est pas dans la reproduction d'une exacte des brigades endocoloniales qui les ont précédées. C'est un réagencement. Et donc très clairement, comment vont être nourris ces BSN qui sont les prototypes des BAC? On va y mettre à la tête les anciens policiers chargés des brigades agression et violence, c'est-à-dire de la surveillance, de la répression des travailleurs racisés dans Paris. Les anciens qui reviennent d'Algérie, donc avec tout le savoir-faire colonial. Et comment ça va fonctionner, ces BSN? C'est des petits commandos policiers, des petits groupes d'hommes en armes chargés de faire la chasse, la capture à des prolétaires racisés, c'est-à-dire à peu près sur le même modèle que ce que Bolot avait expérimenté en Algérie. Voilà, à peu près le parcours de ce monsieur-là, mais je le redis une fois encore, il faut pas le voir comme un type particulièrement intelligent et ingénieux. C'est l'agent d'une mécanique socio-historique. Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être passer aux questions, aux commentaires dans la salle et sur le chat. Je vois déjà une question de Charles Sélénis. Quelles analyses existent sur la composition et l'origine sociale des policiers et plus généralement des forces de répression, leur mode de production? Deuxième question, toujours de Charles Sélénis. Quels sont les mécanismes d'impunité judiciaire qui sont mis en œuvre? Alors, sociologiquement, sur le recrutement, moi, je travaille moins sur ça, mais bon, je sais ce qu'en dit la sociologie. Bon, on a principalement des gens issus soit déjà de familles de policiers et de militaires, pour la métropole, parce que c'est là que j'ai des données, donc qui viennent de zones rurales et qui vont être projetés, mais projetés, c'est le terme militaire qui est employé, qui vont être d'abord projetés en banlieue au début de leur carrière. Et donc là, il y a aussi toute il y a on pourrait dire une économie psychique organisée, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est pensé comme le fait, comme on envoyait les militaires d'abord dans les colonies pour faire leur classe, etc. On envoie les policiers d'abord en banlieue, comme si c'était là qu'il fallait faire l'épreuve du feu, etc. Mais donc c'est aussi des gens qui voient les habitants de la banlieue comme des sauvages, des barbares, etc. Et qui, bon bref, il y a tout ça qui rentre en compte, mais il y a un système organisé de sélection et de formation sur le terrain qui fonctionne de cette manière-là. C'est assez important de s'interroger dessus parce que en réalité, on voit bien que les policiers sont peu formés dans les écoles. Les écoles servent plutôt à transmettre un certain nombre de récits
permettant justement de produire un petit peu le système d'impunité. C'est-à-dire, on va donner les bons termes qu'il faut savoir reproduire sur la déontologie, etc. On va repérer ceux qui effectivement savent bien se soumettre aux ordres et ceux qui ne le sont pas. Euh, mais le travail de policier, et eux-mêmes l'assument, ne s'apprend pas dans les écoles de formation, il s'apprend sur le terrain directement. Et là, pour le coup, si ça vous intéresse, j'avais fait il y a quelques années un entretien avec un policier qui avait un ex-policier, quelqu'un qui avait rompu avec la police, et c'était vraiment très très intéressant parce que ça permettait de comparer. Et justement, on se rendait compte que déjà, on a une grosse partie dans ce tri sociologique qui s'opère chez les policiers. On a finalement, on a une majorité de policiers, enfin en tout cas on a beaucoup de policiers, c'est difficile à chiffrer, hein, mais qui rentrent avec une sorte de désir de vengeance raciale. C'est-à-dire quand on leur demande pourquoi ils rentrent dans la police, ils parlent d'avoir subi des violences dans la rue par des jeunes de banlieue, ils parlent d'altercations qu'ils auraient eues à l'école, ils parlent alors il y a maintenant en plus il y a tout le délire sur le grand remplacement, etc. Enfin, il y a ce discours-là revient beaucoup plus régulièrement que l'idéologie de sauver la veuve et l'orphelin. Mais ce truc-là existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie de policiers qui rentrent dans la police en croyant qu'ils vont justement devenir des sortes de héros protecteurs de la population. Et le policier avec qui j'avais fait ces entretiens, on est passé des heures d'entretien. Justement, il faisait partie de cette catégorie-là et c'était assez intéressant. Il disait que il avait observé le fait qu'il était très très minoritaire quand même dans cette catégorie-là, et que cette catégorie de policiers, en fait, ça prend quelques mois, mais en quelques mois, soit ils changent complètement, soit ils arrêtent. Parce que justement sur le terrain du travail policier, lui, il avait été immédiatement déployé à Gare du Nord, et il disait que parmi ses collègues, il y avait des gens qui assumaient d'être clairement néo-nazis, que ceux qui ne se disaient pas néo-nazis, de toute façon, passaient leur journée à faire des choses que les jeunes de quartier populaire savent très bien, mais on les écoute pas. Mais en tout cas, le travail de police quotidienne, c'était de surveiller, harceler des jeunes noirs et arabes dans Gare du Nord, et de distribuer de la violence et puis de cacher cette violence aux caméras, etc. Bon, enfin voilà. Et donc lui vraiment racontait le fait que la petite portion de policiers qui croyaient s'engager pour défendre la veuve et l'orphelin, comme il disait, en fait, comme lui, commençait à se transformer, et donc lui racontait qu'il devenait de plus en plus raciste, il utilisait ces termes-là, et qu'en fait, comme il avait gardé une sorte d'ancrage avec des proches à lui qui lui disaient « mais t'es en train de devenir de plus en plus violent, tu dis des trucs de plus en plus inadmissibles, etc. » D'une certaine manière, il a été bousculé par ça, mais en fait, il y a une dynamique interne à l'institution policière, qui est celle qui est la dynamique qui permet de faire corps, qui est justement d'éloigner les policiers de leurs anciens entourages, et où les policiers vont se retrouver que entre policiers, ils sortent le soir entre policiers, ils sont sur des réseaux sociaux entre eux, etc. Et donc en fait, il n'y a plus aucune contradiction, quoi. Ils sont complètement pris dans l'esprit de corps, et du coup, ils se transforment d'autant plus vite. Et donc lui disait que quand même, comme il avait gardé une communauté d'amis qui lui disaient mais là, t'es en train de changer, il y avait eu cette rupture. Et donc, soit ces policiers-là se transforment et deviennent racistes en faisant du travail de police, ce qui est assez intéressant à noter, hein, soit ils arrêtent. Et voilà, donc lui avait arrêté. Vous pouvez retrouver, c'est un article qui est sur Mediapart et qui reprend cette histoire-là. La deuxième partie, c'est sur le système d'impunité judiciaire. Il faut se dire un truc que Foucault disait déjà dans les années 70, c'est que enfin, il faut le reprendre et le repenser. Mais bon, Foucault dit il faut pas croire que la police est au service de la justice, c'est la justice qui est au service de la police. Bon, en fait, je pense qu'il faut penser à un truc entre les deux, qui est il y a une collaboration structurelle et historique entre les institutions policières et judiciaires. Et effectivement, des juges ont besoin de policiers pour faire avancer leurs affaires, etc. Et de l'autre côté, les policiers travaillent au quotidien avec des agents différemment placés dans le champ judiciaire. Mais
et d'ailleurs, je le dis, mais ça vaut aussi pour le champ médiatique, hein, c'est-à-dire qu'il y a, c'est un champ politico-judiciaro, médiatico-politique, etc., quoi. Enfin, je veux dire, ces collaborations quotidiennes, quoi. Bon, et qui font que on pourrait prendre un tas d'exemples de crimes policiers. La première version qui est disponible, c'est la version des policiers, c'est-à-dire en gros le soir même d'un crime policier, ils se retrouvent entre eux. En général, ils savent tellement qu'ils sont couverts qu'ils font même pas attention à rendre cohérentes leurs déclarations, mais donc ils font des PV dans lesquels ils racontent ce qui s'est passé, dans lesquels ils vont commencer à criminaliser la victime en disant qu'elle était sous drogue, qu'elle était inarrêtable, qu'elle était un géant ultra violent, qu'il fallait absolument se défendre, etc., qu'ils étaient menacés. Mais bon, dans la plupart des histoires, quand on finit par avoir accès aux PV, on voit très bien que les PV sont tous incohérents entre eux. Et ça vient nous montrer véritablement que les policiers se sentent pas en danger d'être mis en cause. C'est-à-dire, ils prennent même pas le temps de se relire entre eux pour voir si ça correspond et si c'est crédible. Et donc, dans cette boue de récit, l'institution judiciaire va ou non se saisir de quelque chose. En général, et là je le redis clairement, s'il n'y a pas de révolte dans le quartier où ça s'est passé, s'il n'y a pas de lutte, la plupart du temps, l'institution judiciaire n'enclenche rien du tout. C'est-à-dire, les policiers ne sont pas interrogés, ils ne sont pas mis en garde à vue. Dans les histoires de crimes policiers où il n'y a pas de lutte et de révolte, la plupart du temps, il ne se passe rien du tout, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'un policier peut tuer quelqu'un comme ça sans qu'il y ait de suite. Et la plupart du temps où la justice est obligée de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a eu une révolte et que du coup il faut gérer médiatiquement, politiquement ce qui se passe, il faut calmer les choses, etc. Et donc là, il va y avoir une lutte qui s'enclenche pour faire ouvrir une enquête et, à différents niveaux. Mais là encore une fois, il faut lutter des semaines, des mois, voire des années pour faire ouvrir une procédure judiciaire. Et lorsque la justice est obligée, je parle de la justice comme institution, comme champ, je dis ça pour dire ça, pas dire que de temps en temps il n'y a pas un juge un petit peu un petit peu déviant en vérité, qui finalement écoute un peu ce que disent les victimes, mais la justice va aller puiser dans ce qu'ont raconté les policiers et qui a déjà été en général matraqué dans les médias dominants pour pouvoir répondre aux révoltes. C'est-à-dire que la préfecture et les journalistes de préfecture, c'est-à-dire les médias embarqués, on pourrait dire de manière militaire, encore une fois, les médias qui en permanence travaillent avec des policiers, avec des commissariats. Dans la plupart des journaux et des chaînes de télé, les journalistes qui sont chargés de ces sujets-là, en fait, leurs sources viennent de collaborations quotidiennes avec des policiers dans les commissariats. Et donc, pour pouvoir avoir des sources, des choses à raconter, il faut entretenir une relation de collaboration dans laquelle on se rend des services, on s'échange des infos, et donc on ne trahit pas la parole des policiers, on leur fait confiance, etc. Donc c'est vraiment des choses sur le temps long, quoi, pour pouvoir garder ses sources et pouvoir dire qu'on est un journaliste qui a des sources. Ça veut dire qu'il faut avoir une relation continue avec des policiers auxquels qu'on a habitué à porter leur parole, quoi. Sinon ils arrêtent de vous parler. Et donc la parole des policiers finalement arrive dans les médias, elle est sélectionnée aussi par les préfectures, des fois même ça remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et donc le récit qui consistait à criminaliser la victime devient la question principale qui est posée par la justice aux policiers lorsqu'une enquête est véritablement ouverte. Et là, ce qui se passe, qui est encore une fois intéressant, on l'observe dans la plupart des cas, c'est qu'il faut lutter des années pour faire avancer cette instruction. Et que, par exemple, l'une des manières de la faire avancer pour une partie des familles et des proches, ça va être d'obtenir des reconstitutions. Et donc là, il faut lutter pour avoir ces reconstitutions parce que ça gêne forcément la justice et la police qui savent très bien que dans les reconstitutions, on va voir toutes les incohérences. Enfin, ça va être beaucoup plus difficile de cacher les mensonges des policiers ou de faire croire à la nécessité absolue de se défendre, etc. On voit ces choses-là encore plus fort dans les reconstitutions.
il y a les reconstitutions et il y a les expertises. Encore une fois, les familles et les proches et les collectifs doivent lutter pendant des années pour obtenir des expertises. Et là, c'est encore une fois un champ de bataille. C'est-à-dire que la justice va nommer des experts médicaux avec lesquels elle travaille en permanence. Et c'est la même chose, encore une fois, que la collaboration avec les policiers. C'est-à-dire que les experts, les médecins experts mandatés par la justice sont ceux qui ont donné, ont l'habitude de donner raison à ce que leur demandent les juges. Sinon, ils arrêtent de travailler avec eux. Et la question que va poser le juge, ça va être de valider ou non le récit des policiers. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est probable que ça se soit passé de telle manière que le disent les policiers. Et ça permet à des médecins de rendre des rapports, des expertises, la plupart du temps, dans lesquels ils disent « il n'est pas impossible que ». Il est probable, il est possible que ça se soit passé tel que l'ont dit les policiers. Et là, la procédure est refermée à partir de ça, puisque même les expertises, et on a différentes familles qui ont été chercher les experts mondiaux médicaux dans certains domaines. Ces experts-là ne sont pas écoutés par les juges parce que c'est pas les juges qui les ont mandatés. Et voilà. Et donc ça permet par exemple d'aller au bout, d'utiliser le discours scientifique pour dire bon bah voilà, là maintenant on a véritablement démontré qu'il est probable, possible que ce que racontent les policiers soit vrai. Et donc c'est terminé. Et donc les seuls endroits finalement, je dis à part exception pour le coup, mais où les familles de victimes finissent par obtenir quelque chose, c'est au niveau européen. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, où justement, là, on sort d'une juridiction franco-française où la police, le ministère, l'institution judiciaire sont mêlés. Et encore une fois, ça veut dire c'est souvent plus de 10 ans 10 ans de lutte, de devoir financer ces luttes, accompagner psychologiquement les proches, les familles, etc. C'est un combat extrêmement dur pour les proches des victimes. Ok, très bien. Alors, en attendant d'autres questions de la salle éventuellement, je vois une question de Christ et Fatia, justice pour Clodo. Alors, on a évoqué il n'y a pas très longtemps le cas de Claude Jean-Pierre, qui est décédé à la suite de violences policières. Il y a une question, j'imagine, de gens proches de lui. Bonjour à notre camarade, pourrais-tu expliquer comment le système impose la gendarmerie sur les territoires occupés de la Caraïbe par la France et le fait que jamais ils ne sont punis aussi bien administrativement que juridiquement, dès lors qu'ils tuent des autochtones? Bonjour à Chris et Fatia qui auraient 1 milliard de choses à raconter sur tout ce que je viens de dire, quoi. Et voilà, et qui sont en lutte et et dont il faut soutenir absolument la dignité du combat. Je l'ai un peu soulevé tout à l'heure. La gendarmerie, c'est la force militaro-policière, c'est-à-dire même si elle est passée il y a quelques années sous direction du ministère de l'Intérieur, en fait, ça vient nous dire, hein, c'est encore une trace du processus de militarisation. Mais la gendarmerie, c'est une force militaire qui est chargée d'intervenir contre, on va dire, la population. En fait, c'est toujours les classes populaires, hein, la population. Et avec cette idée, au début du XXe siècle, que justement, si on veut éviter l'élargissement des insurrections, il faut arrêter d'envoyer les troupes, l'infanterie, ouvrir le feu directement sur des ouvriers en lutte, etc. Comme ça se faisait jusqu'au début du XXe siècle. Mais ça reviendra. Hein, je veux dire, les grèves insurrectionnelles de 47-48, l'État français envoie l'armée, etc. Et je reviens sur cette thèse que je défends, mais c'est que en réalité, le fait de ne pas envoyer l'armée ou de ne pas envoyer des forces armées qui ouvrent le feu sur des populations civiles, le fait de ne pas faire ça, en réalité, c'est l'exception. C'est que dans la métropole, contre les corps jugés insacrifiables et quand ils sont aussi jugés inoffensifs. En fait, la longue histoire de la modernité capitaliste, c'est plutôt une histoire de gestion militarisée des populations colonisées.
C'est-à-dire, et donc là, c'est pas que pour la Caraïbe, c'est même pas que pour les territoires strictement coloniaux. En fait, c'est pour l'ensemble de ce qu'on appelait le tiers-monde, ou qu'on peut appeler le Sud global, si on veut, où il y a un traitement qui repose sur un continuum entre le militaire et le policier. C'est-à-dire, il y a pas de séparation stricte entre la gestion militaire et policière, et on pourrait même dire et féodale d'une certaine manière. Et là, encore une fois, on pourrait y passer du temps par rapport à la Caraïbe sur la manière dont le pouvoir continue à résonner sous une forme féodale, c'est-à-dire où les classes dominantes sont et la bourgeoisie économiquement et politique et sociale. Enfin, véritablement, on a une sorte de souverain féodal qui dirige. Mais bon, ça c'est un caractère de la périphérie colonisée qui vraiment traverse toute l'époque de la modernité. Et donc, en fait, ça a été construit historiquement comme ça, c'est-à-dire la gendarmerie est la force qui est utilisée principalement, immédiatement, pour gérer tout ce qui ne fonctionne pas comme d'habitude dans les territoires colonisés. Et c'est pour ça qu'on retrouve principalement et immédiatement la gendarmerie à chaque fois qu'il y a une révolte ou une lutte ouvrière un peu dure, je veux dire dans la Caraïbe, mais c'est pareil en Kanaki. C'est la gendarmerie qui intervient en premier. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que étant un corps militaire, il est d'office encore plus couvert d'impunité, parce que il y a cette histoire longue du fait que ça s'apparente d'une certaine manière au droit de la guerre. Et donc, pour faire condamner des militaires ou des gendarmes, c'est encore plus dur que de faire condamner des policiers. Mais là, encore une fois, on n'est pas dans l'ordre d'un dysfonctionnement, on est véritablement dans l'ordre du fonctionnement de l'institution. Et c'est pour ça que c'est des forces gendarmiques qui interviennent principalement en territoire colonisé. OK. S'il y a des questions, on les prend. Mais moi, j'ai deux petits points. Oui. Une question? OK. Alors, avant, il y a une question depuis la Guyane. A-t-on déjà pu faire des statistiques sur un effectif? Attendez, c'est reparti. A-t-on déjà pu faire des statistiques sur un effectif global du nombre d'Antillais d'Arabes, d'Africains qui sont salariés dans les groupes d'intervention de rue au sein de la police nationale, du GIGN, etc. Non, enfin, moi, je connais pas de statistiques de ce point de vue-là. Déjà parce que on n'a pas de chiffres officiels, puisque les catégories raciales ne sont pas utilisées dans les nomenclatures officielles. Une partie de la sociologie pourrait le faire. Moi, à ma connaissance, je j'ai pas de chiffres sur ça. Par contre, il y a des dynamiques qui sont très claires. Moi, dans mon travail, je parle de dynamique supplétive. Et ça, encore une fois, c'est une dynamique qui traverse toute l'histoire de la modernité impériale. C'est-à-dire que le capitalisme et l'État-nation n'ont pu s'imposer à travers le monde que par la force et la violence, on se l'est dit, mais aussi en s'appuyant, en s'arrimant à des élites locales. Alors, des élites locales qui soit existaient déjà, et avec lesquelles il va y avoir des formes de collaboration et de sous-traitance et de vassalisation qui vont se mettre en place. On va trouver des chefferies locales, ou sinon on va les former. C'est-à-dire on va recruter parmi une partie de la population colonisée des personnes à qui on va proposer de devenir des cadres administratifs, de devenir des petits chefs locaux, etc. Et évidemment, ça fonctionne au cœur des dispositifs dits de pacification, c'est-à-dire que comme évidemment la puissance métropolitaine n'a jamais assez de militaires pour faire face à toutes les résistances, insoumissions et révoltes des colonisés, il faut qu'elle trouve des moyens de faire participer une partie des colonisés à la répression. Et vraiment, cette dynamique-là traverse toute l'histoire de la colonisation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des troupes supplétives, des forces coloniales qui vont faire le travail de contre-insurrection au profit de la métropole impériale et qui vont recevoir en échange des miettes. Cette logique-là, donc, elle traverse
toute la première période d'expansion coloniale, mais elle est rénovée pendant la deuxième vague de colonisation au XIXe siècle et à travers différentes structures comme les bureaux arabes en Algérie, etc. Mais on va la voir au cœur aussi de la logique sécuritaire contemporaine. Ça, c'est pareil, on le voit pas mal dans le film que j'ai fait, dans Nous sommes des champs de bataille, où les policiers qui sont envoyés pour faire de la conquête des cœurs et des esprits, et puis bien entendu de la répression militarisée dans les quartiers populaires. Évidemment, il y a une recherche d'embaucher des Noirs et des Arabes déracisés pour les premières lignes. Parce que dès qu'on monte dans la hiérarchie, évidemment, ça se reblanchit progressivement. Et puis, on a toujours, bien sûr, quelques chefs et quelques exceptions dans les états-majors qui sont des racisés qui, tout au long de leur carrière, ont réussi à faire preuve de leur dévouement au travail de sous-traitance. Mais voilà, cette dynamique est véritablement au cœur là, même les nouvelles forces de police qui sont créées, les recrutements. Il y a une recherche, alors aussi parce que ça permet de dire, mais regardez, on n'est pas raciste, on a des Noirs et des Arabes dans la police, c'est une espèce de réponse qui vient montrer que les états-majors ont absolument aucune compréhension de ce qu'on appelle le racisme systémique. Et voilà, mais cette dynamique-là, elle est aussi, d'une certaine manière, elle repose aussi sur le fait que on va envoyer en première ligne les corps qui sont jugés aussi les moins valorisés, comme dans les guerres coloniales. C'est-à-dire, on envoie en première ligne sur le front ceux dont on considère qu'ils ont le moins de valeur, c'est-à-dire qu'ils sont, s'ils meurent au combat, c'est pas très grave. Et du coup, il y a aussi cette logique-là, très clairement, et dans les déploiements néocoloniaux français au Sahel, par exemple, et beaucoup de jeunes racisés qui sont envoyés en première ligne. Et par exemple, dans les PAC, il y a une volonté de recrutement, en particulier de Noirs et d'Arabes et de femmes. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que ça marche absolument, mais il y a cette volonté. Ok, très bien. Alors, on vient de vivre un petit tremblement de terre, plutôt important, plutôt sérieux là. Mais bon, un tremblement de terre. Ok, il y a deux questions encore qui ont été posées. Quelle cohabitation, quelle place entre police autochtone et gendarmes dans les colonies, à la lumière des répressions et assassinats, mai 67, juillet 25, février 64 à la Martinique, etc. Alors, quelle cohabitation entre police autochtone et gendarmes? C'est la première question. Deuxième question, l'extrême droite devient de plus en plus influente et se rapproche du pouvoir. Doit-on craindre une accentuation de ce système au vu de leurs idées? Est-ce une fatalité? Trois points d'interrogation. Et alors, c'est pas une métaphore, la Terre a vraiment tremblé. Oui, absolument. Mais c'était sérieux, hein? C'était sérieux. Je Ça pense que va, tout le monde va bien. ça va, ça va, ça va. On était à la limite de partie, mais ça va. Incroyable. Wow. Bon, ça, on continue du coup. Ça va, oui, oui, ça va. Ok. Sur la première question, il faut mener l'enquête. Moi, je vais vous dire très sincèrement, et je pense que c'est important de savoir se le dire. Je ne sais pas. C'était invisible dans les sources. Et dans les archives quand j'ai bossé sur mai 67. Moi, c'est pas un domaine sur lequel je bosse spécifiquement. Il y a peut-être, d'ailleurs, sûrement des gens qui bossent dessus. Et on peut formuler l'hypothèse sans trop prendre de risques que d'imaginer qu'il y ait des discriminations raciales et tout un système d'inégalité et de vassalisation et de sous-traitance de l'ordre socio-racial justement dans ces rapports-là. Mais du coup, voilà, sur la première question, moi je peux pas y répondre, mais il y a sans doute des gens qui travaillent dessus. Sur la deuxième, c'est aussi un des axes importants là, du dernier livre que j'ai publié l'année dernière, La guerre globale contre les peuples. Et c'est de dire que là aussi, la fascisation est le fruit d'une mécanique impériale. Alors peut-être pas seulement, mais en tout cas,
si on fait une histoire globale, connectée, critique de l'impérialisme, eh ben on voit que au cœur de cette réverbération, de ce boomerang impérial, on a parlé des armes, on a parlé des doctrines, on a parlé des techniques de surveillance, d'identification. Je l'ai peut-être pas dit clairement, mais en fait toute l'histoire de la police, de la prison et des frontières est l'histoire de ce boomerang impérial, c'est-à-dire d'expérimentation, de normalisation dans le domaine colonial, puis de généralisation ensuite dans les métropoles et dans le reste du monde. Et ben en fait la fascisation, elle aussi, s'inscrit dans cette mécanique-là. Pour être un peu concret, alors la fascisation, c'est pas pour nier la notion de fascisme, hein, c'est pour se dire que le fascisme, lui non plus, ne tombe pas du ciel comme ça sans avoir prévenu, quoi. Et il y a des processus sociologiques, historiques, qui amènent la montée du fascisme. Et c'est pas une fatalité. Là, je réponds directement à la fin de la question, mais on peut se le dire tout de suite. Mais en tout cas, le fascisme, pour parler de ce qui a été nommé comme ça dans les années 30, a plusieurs généalogies, parmi lesquelles, encore une fois, la généalogie coloniale est fondamentale. Alors ça, évidemment, c'est Aimé Césaire qui nous l'a dit le plus sérieusement en premier. Et Michel Foucault en avait parlé un petit peu. Il l'a nommé, mais en fait, il n'en a pas fait grand-chose. Il a lui aussi parlé d'un effet de retour du colonialisme sur les métropoles qui, bon voilà, viendrait participer à une radicalisation. Mais il en fait pas grand-chose. Alors que bon, Césaire, lui, l'a très clairement nommé. Alors, j'ai pas la phrase en tête, mais où il dit que L'hitlérisme, c'est ça? Hum, hum, L'hitlérisme, non? exactement. Et il dit que l'hitlérisme n'aurait pas été possible si le massacre racial de masse n'avait pas été déjà employé dans le système colonial, normalisé, industrialisé, presque on pourrait dire banalisé, et qu'en fait il revient en Occident et que ça va choquer l'Occident parce que ça vient toucher des corps considérés comme européens, alors qu'en fait c'était la normalité. Enfin, le massacre racial de masse participait de la normalité du fonctionnement colonial. Et alors la fascisation, c'est pas que ça dans les années 30, mais c'est aussi ça. Alors quand je dis c'est pas que ça, c'est aussi un aboutissement de l'histoire de la prison, de l'histoire de la, enfin encore une fois hein, une généalogie coloniale, mais une histoire de la caserne. Et c'est aussi beaucoup une peur, hein, enfin c'est aussi une réaction liée à l'anticommunisme des classes dominantes. C'est-à-dire que c'est aussi une peur déjà de la Commune de Paris et puis de la révolution en Russie et aussi de la révolution des conseils, notamment en Allemagne. En tout cas, il y a une véritable peur d'un renversement, d'une révolution sociale et la fascisation, c'est du coup aussi une sorte de choix politique des classes dominantes de transmettre le pouvoir à des franges d'extrême droite qu'on a laissé exister, qu'on a entretenu, qu'on a financé, dans lesquelles on pioche des idées, dans lesquelles on pioche des dispositifs législatifs, dans lesquels on pioche des cadres aussi, qu'on fait petit à petit monter au pouvoir, et puis il y a un moment, on finit par leur donner véritablement le pouvoir, quoi. Bon, donc ça c'est le processus de fascisation. Et à la fin de la guerre globale contre les peuples, j'essaye d'analyser ce qui se passe en ce moment à l'échelle mondiale en parlant de néofascisation sécuritaire. Je rajoute sécuritaire, encore une fois, pour se dire qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ce nouveau processus de fascisation. Et c'est notamment qu'il s'appuie sur des technologies qui sont différentes de celles qui ont été mises au cœur de la fascisation des années 30, qui étaient, on vient de se le dire, la caserne, le camp, la mobilisation de masse aussi, et que là on est dans une néofascisation qui est beaucoup plus concentrée justement sur l'occupation militaro-policière de la vie quotidienne, et puis bien sûr sur les nouvelles technologies numériques et en particulier le pouvoir algorithmique, l'intelligence artificielle. On l'a vu très clairement à travers l'accélération du processus génocidaire en Palestine, où l'intelligence artificielle, qui servait déjà à attribuer des scores aux Palestiniens et
et à diriger des technologies de surveillance et de répression sur les checkpoints a été redéployé pour accélérer, intensifier, industrialiser les bombardements. Et ces mêmes IA qui sont reprises à travers Palantir, mais pas que, pour permettre aux milices ICE de chasse aux exilés aux États-Unis de justement de surveiller la vie quotidienne des classes populaires, des exilés, et pouvoir tenter de prévoir où est-ce qu'elles sont pour aller les capturer. Encore une fois, on revient sur cette chaîne de pouvoir de la chasse à l'homme. Et puis, et ces technologies, à travers Palantir elle-même, mais aussi d'autres firmes, des fois israéliennes et des fois pas israéliennes, sont en train d'être reprises par les polices européennes et notamment par Frontex, l'armée aux frontières européennes. Donc ça, pourquoi le sécuritaire? C'est parce qu'il y a toutes ces technologies qui sont au cœur de ce processus-là. Et après, c'est justement de bien se dire que c'est pas juste la montée au pouvoir de franges d'extrême droite. Bien sûr, c'est ça aussi. C'est Meloni, c'est Orban, c'est Trump, c'est Retailleau, c'est tout ça. Mais c'est plus profond que ça aussi. Enfin, ça, c'est presque la partie visible. Se parler de néofascisation, c'est se dire que ce processus-là, il aboutit à travers des formes de néofascisme, mais il a été mis en œuvre pendant des années, voire des décennies, à travers des dynamiques qui ont été portées souvent par et la droite et la gauche de gouvernement. C'est-à-dire que ce processus de néofascisation, il est inscrit dans ce que fait la police dans les quartiers populaires, dans les prisons et contre les exilés. Il est inscrit dans la négrophobie, dans l'islamophobie. Il est inscrit dans les politiques sexistes, anti-queer, anti-féministes, etc. Il est inscrit dans la politique d'internement, les centres de rétention, la politique des frontières, et il est inscrit dans la politique néocoloniale de déploiement militaire au Sahel ou strictement coloniale de répression des territoires colonisés comme en Kanaki par exemple. Bon voilà, sans doute que j'oublie toute une série de dimensions, mais en tout cas il s'agit de se dire qu'on n'est pas face à quelque chose qui tombe du ciel au dernier moment et qui serait juste imputable à certaines franges de l'extrême droite, mais on est face à un processus socio-historique long qui est porté par les classes dominantes, qui est lié à une nécessité pour le système de se régénérer, mais qui n'est pas automatique dans le sens où on pourrait rien faire. Déjà dans les années 30, on pouvait faire quelque chose, une gauche organisée autrement, des mouvements de libération organisés autrement. Bon, on peut imaginer toutes sortes de choses, ça sert à rien de refaire l'histoire, mais en tout cas pour parler aujourd'hui, on a des prises, on a des moyens de s'organiser, on a des moyens de lutter, on a des moyens de faire face, et c'est la même question que ce qui se pose par rapport à la libération anticolonialiste. Il y a des époques où on pourrait avoir l'impression que c'est pas possible de se libérer. Je veux dire, avant la révolution haïtienne, ça pouvait sembler absolument impossible de vaincre des puissances aussi colossales que les puissances françaises, espagnoles, britanniques, etc. Bon, et puis pourtant ça a eu lieu. Et puis après, le peuple vietnamien, lui aussi, s'est libéré. Et puis le peuple algérien. Et puis le peuple palestinien tient encore. Et des résistances populaires, il y en a dans tous les territoires colonisés, il y en a dans toutes les prisons, il y en a dans tous les quartiers populaires, il y en a dans toutes les usines, il y en a sur tous les chantiers, il y en a partout. Et donc voilà, nous, il faut qu'on ait en tête le fait qu'il n'y a pas de domination absolue, il n'y a pas de mécanique historique absolument déterminée. Il y a des dynamiques, elles sont réelles, elles sont féroces, elles sont puissantes, mais nous aussi, on a de la puissance. Ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on soit capable de se raconter l'histoire de nos résistances, l'histoire de nos victoires, et qu'on soit capable de les célébrer aussi dans nos pratiques d'éducation populaire, dans nos historiographies. Il faut qu'on se raconte aussi la manière dont les opprimés, à toutes les époques, ont réussi à tenir, et puis comment régulièrement ils ont réussi à se réorganiser, à se relever, et puis comment de temps en temps il y a des contre-attaques, et puis il y a aussi des victoires, il y a aussi des grands soirs, il y a aussi des abolitions. Ces choses-là existent, il faut se les raconter, il faut se les raconter aussi en se disant qu'elles sont le processus de lutte par en bas, que c'est les opprimés qui se sont réorganisés constamment, et c'est cette histoire de détermination aussi qu'il faut cultiver. Merci, merci Mathieu. Ça sera la conclusion. Nous sommes arrivés
au terme de notre rencontre. Il est plus de 11 heures. Alors, généralement, on demande à notre collègue et ami Mérillon de le faire, mais là, c'est un peu limite. Donc, on va te laisser la parole encore quelques minutes, Mathieu, pour les derniers mots, la conclusion, avant d'arrêter définitivement le webinaire. Ah bah, moi, j'aurais pu conclure sur ça. Je pense vraiment il faut qu'on se raconte ces histoires de victoire et puis il faut qu'on mette nos forces auprès des victimes, auprès de celles et ceux qui s'organisent en permanence. Et je pense qu'il faut se redire encore une fois que des choses qui ont été dites déjà à travers l'histoire des luttes, mais qu'on obtient rien en cherchant l'indignation des classes dominantes, en faisant appel à leur morale ou à leur éthique. Aucun rapport de domination à travers l'histoire n'a été renversé en demandant gentiment ou en faisant appel c'est pas quoi, à la bonté des dominants. On est face à des systèmes, on vient d'en parler 2 heures, qui sont absolument féroces, qui sont régulés, qui sont encadrés. Ça veut dire que de notre côté, il faut qu'on soit capable d'organiser des résistances qui soient structurées à la hauteur de ça. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est dans le domaine du travail, de la santé, du soin, de l'éducation. Je crois en fait du point de vue de toute l'organisation de la société. Et peut-être qu'on peut se dire cette dernière chose-là, ce qu'il y a de commun entre les rapports de domination, racistes, capitalistes, patriarcaux, validistes, c'est la mise en dépendance des dominés. Les classes dominantes ont besoin de produire une mise en dépendance des dominés pour qu'on soit obligé de se tourner vers les dominants dans tous les domaines. À chaque fois qu'on a un problème, il faudrait se tourner vers eux pour s'éduquer, pour se soigner, pour s'alimenter. Bon voilà. Et la répression, la police, la guerre, finalement, font partie aussi de tout ça, quoi. En venant tenter de briser nos luttes, en venant de tenter de briser nos autonomies, nos communautés, etc. Et du coup, peut-être qu'il faut se redire ça. Et il y a un enjeu fondamental en même temps qu'on lutte contre ces violences d'État et qu'on s'organise concrètement, matériellement, à prendre en main l'ensemble de la vie quotidienne, c'est-à-dire à se donner des moyens d'une gestion collective, populaire, du logement, de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, de la protection de nos corps et de nos communautés, etc. C'est-à-dire la mise en place d'une forme d'autonomie populaire, en tout cas, pour le dire plus simplement, de s'organiser par nous-mêmes. Voilà. Et merci beaucoup pour le temps qu'on a pu passer ensemble. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante que nous produisons sous forme de vidéo sur la chaîne KJ, la chaîne YouTube du KJ. On t'enverra donc le lien pour y accéder. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée, bon courage à tout le monde.